Heyerdahl, vous êtes notre premier invité. Bonsoir. Votre nouveau roman s'appelle Résurgence et est la suite directe, même s'il a fallu longtemps pour les lecteurs, de Transparence, qui avait été un immense succès. Hein. Le voici dans sa version poche, au livre de poche précisément. Je crois que c'est 180 000 exemplaires, poche compris, c'est ça ? Non, je crois que poche compris, on doit être à 120 000, ce qui est déjà... C'est déjà pas mal, hein. Franchement. Après ce soir, 180 000. 180 000 dès demain matin. Une suite, pratiquement, il faut avoir lu la première, hein. Enfin le premier volet pour comprendre, parce que sinon c'est impossible, puisqu'on retrouve les mêmes personnages qui sont déjà très nombreux dans la première, et qu'on est vraiment au lendemain de la fin du premier volume. Alors je vais essayer de résumer très 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 rapidement, pour ceux qui n'ont pas lu ni l'un ni l'autre. Dans le premier volume Transparence, votre héros, Stephen, criminologue canadien installé à Lyon, travaillant pour Interpol, s'intéresse à un dossier d'une tueuse en série qui s'appelle Anne X et qui a d'autres multiples identités et va tenter de la traquer à travers le monde. Sa spécificité, c'est qu'elle s'attaque uniquement à l'arme blanche à toutes ses victimes. Et là, on a quand même un sacré palmarès. On est à plus de 1000, dont certaines, s'apercevra-t-on au fur et à mesure de l'enquête, sont des imitations d'un service secret américain. Le livre se termine le 11 septembre, ou un peu après, et puis nous revoici avec les mêmes protagonistes au moment où s'ouvre Résurgence. Cette fameuse Anne, qui n'est plus Anne X mais Anaïs, est sur le point de se faire tuer par un incroyable sniper. L'homme qui pratiquement réussit ce que personne ne pense possible physiquement. Et donc on va se retrouver avec le même type d'enquête. Comment est-ce possible que quelqu'un d'aussi étonnant existe ? Déjà, on va Ai-je bien résumé ? Oh oui, tout à fait, ça résume merveilleusement. Parce que là, on parle de 1600 pages en tout. Non, 1200. Oui, quand on me demande de résumer, je n'y arrive jamais. Donc là, je suis épaté. Non, déjà Naïs, dans le premier tome, elle a Anix, donc a quelque chose de particulier, un petit peu science-fictif, c'est-à-dire qu'elle a la faculté de se faire oublier par les gens qui la voient, qui la croisent, qui la rencontrent. Ce qui la rend insaisissable. Ce qui la rend totalement insaisissable, ce qui la rend indescriptible, ça pose des problèmes à tout le monde, et particulièrement aux criminologues qui la poursuivent ou qui la fait poursuivre par l'intermédiaire d'Interpol et du FBI. Cet aspect, je dirais qu'il est plus science-fictif que fantastique, dans la mesure où il repose sur des connaissances que nous avons déjà, sur notre façon de fonctionner, d'interpréter les autres, et parfois de les oublier, d'oublier des noms, etc. Et le tueur, le sniper du deuxième, bénéficie d'un talent qui est assez proche. Assez proche. Il est pas de se faire oublier, mais en tout cas d'être plus qu'un super espion. Oui, c'est plus qu'un super espion, ou moins qu'un super espion. C'est quelqu'un qui a ingurgité un nombre d'informations incroyables et qui est capable de les gérer tout en même temps. C'est-à-dire, il travaille presque avec toutes les encyclopédies dans la tête, quoi. Et là, par contre, une faculté qui est assez extraordinaire, due peut-être à son entraînement, c'est qu'il peut tirer les yeux fermés sur n'importe quelle cible sans quelle que soit sa façon de se déplacer. C'est-à-dire qu'il anticipe un petit peu de quelques millièmes de seconde ou de quelques centièmes de seconde en fonction des bruits qu'il entend, des choses qu'il voit. Ce qui fait penser à ceux qui le traquent ou qui en tout cas se rendent compte que son existence ne se limite pas à cet attentat-là contre Anaïs, mais qu'il a lui aussi à peu près 1000 crimes derrière lui, qu'il est peut-être issu d'un laboratoire identique avec des manipulations et qu'il y a en tout cas des services secrets américains là derrière. Le criminologue, donc Stephen, qui ne l'est plus dans cet ouvrage, en tout cas au début de l'ouvrage, pense immédiatement à ce qu'il avait découvert dans le premier tome, donc ce laboratoire secret dans l'Arkansas d'un politicien américain, on va résumer ça comme ça, ce qui est l'équivalent de ce qu'on soupçonnait les soviets à l'époque de pratiquer dans certaines régions de l'ancienne Union des républiques socialistes soviétiques. Et tout de suite, il va chercher non pas effectivement un tueur à un coup ou à deux coups ou à trois coups, mais essayer de trouver le nombre de personnes qui va aussi dépasser les 1000 de sa joyeuse carrière. De sa fameuse carrière, en tout cas. Fameuse carrière. Mais il est peut-être encore plus discret qu'Anix, dans la mesure où il a
lui, il trouve plus facile de se faire passer pour des dizaines et des dizaines de tireurs différents plutôt que d'être le tireur légendaire, alors qu'il est forcément devenu un tireur légendaire. On l'appelle d'ailleurs dans la profession le marksman. Alors, ces deux thrillers et le pitch que je viens d'en faire ne donnent pas l'idée de ce que vous avez voulu démontrer, qui n'est pas une simple traque au tueur en série, quel qu'il soit à l'arme blanche ou au fusil à lunettes, mais qui est aussi un immense roman politique en deux volets, avec une charge très très forte contre les services secrets, quels qu'ils soient, principalement américains, mais aussi français, et un volet dans ce deuxième roman très très social, où tout un mouvement de sans-papiers, de SDF, qui est issu d'un des personnages secondaires du premier tome, va prendre une ampleur incroyable. Alors, la question que j'ai envie de vous poser, c'est, comme dans la SF, dans le thriller, vous avez surtout envie de dire quelque chose ? Oui, je n'écris que parce que je ne sais pas parler. Si je savais parler, je serais un politicien, il y a de fortes chances. Donc, ayant du mal à m'exprimer... Et on vous inviterait sur les plateaux de télé, c'est ça ? Oui, ça serait terrible. Non, puis je serais obligé d'utiliser la novlangue et la langue de bois. Alors, par écrit, on a l'avantage de travailler tout seul et de pouvoir dire exactement ce qu'on veut. Donc je n'écris que quand j'ai quelque chose à dire. Là, il se trouve que j'avais beaucoup à dire et ça fait longtemps que j'ai beaucoup à dire sur ce type de sujet, mais ça s'est un petit peu accru depuis l'élection de Nicolas Sarkozy en 2007, bien que ça ait commencé déjà alors qu'il était ministre de l'Intérieur. Voilà, accession et élection qui sont en toile de fond de ce deuxième livre. On sent très bien, évidemment, que vous aviez envie aussi de dire ce que vous pensiez du monde selon ou sous Sarkozy. Du monde, de l'Europe, autant le premier est très clairement international par l'intermédiaire de nos amis américains, autant le second, il est très clairement européen par l'intermédiaire de nos amis français. Ce sont des choses que vous ne pouviez pas faire en SF jusqu'à ce point-là ? La SF montre le monde sociologiquement, mais pas politiquement ? Si, la SF montre aussi très bien le monde politiquement. Le problème, c'est que la SF est toujours une métaphore. Et pendant très longtemps, j'ai cru que la métaphore, les métaphores, enfin la SF rendait possible des métaphores qui portaient encore mieux le message. Et puis certains messages, certains contenus, il y a une petite urgence à raconter les choses, donc autant qu'à les situer dans un monde contemporain. Alors Michel, notre spécialiste de littérature de genre, il a lu tous vos livres, évidemment. La SF, le thriller, donc forcément il a des petites questions aussi à vous poser. Mais moi je voudrais votre avis sur une phrase d'un auteur de polar bien connu, James Lee Burke, qui dans une interview avec Tavernier au moment où ils adaptaient leur film disait « Le roman social ayant disparu dans les années 30, c'est le genre qui doit récupérer cet espace-là ». Oui, c'est la première fonction des littératures de genre. Donc, je ne sais pas dans l'ordre, c'est toujours difficile de situer qui a commencé du polar ou de la science-fiction ou du fantastique, parce que tous les genres sont nés à peu près en même temps, sont nés des littératures populaires et des feuilletons qui étaient dans les journaux au Royaume-Uni et en France. Et tous remplissaient dès le départ cette condition. Je vais reciter Sartre. J'adore citer Sartre. La fonction de l'écrivain est de faire en sorte que nul ne puisse ignorer le monde et que nul ne puisse s'en dire innocent. C'est encore plus vrai dans les littératures de genre, puisqu'on peut cerner très profondément un sujet tout en portant le lecteur à travers une fiction qui le fait soit rêver, soit pleurer, soit vomir, soit rire. Et voilà. Je dirais que votre livre, c'est pour vous d'abord un manifeste ou d'abord une fiction, un roman ? Non, c'est d'abord un manifeste. Il est devenu un roman parce que je crois fondamentalement dans les vertus justement romanesques, à savoir qu'il est beaucoup plus facile de ne pas s'ennuyer quand on lit une histoire qui porte que quand on rentre d'une journée épuisante de boulot, de se taper un essai philosophique, quelle que soit l'importance du sujet ou quel que soit l'attrait qu'on ait pour le sujet.